Alors, je demanderai de vous un moment de réflexion. Alors, comme vous l'avez remarqué ce soir, on porte tous le nœud papillon. C'est pour un support pour les personnes atteintes du cancer de la prostate. Merci. Ce soir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 27 novembre. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. Point 1, assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V535-07, modifiant le plan d'urbanisme numéro V535 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation résidentielle de faible densité en bordure de la rue de l'Église. Point 2, assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V539-12, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin d'agrandir la zone mixte M1 à même une partie de la zone résidentielle de faible densité RA8. Point 3, assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V539-13, sans actualiser et revisser certaines dispositions du règlement de zonage numéro V539. Point 4, assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V576-01, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro V576 afin d'assujettir l'usage associé à la vente de cannabis et de ses produits dérivés dans la zone commerciale C6. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, soit les Primo 2023, réflexion des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame. Point numéro 6, législation écrit 6.1, avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro P620, autorisant le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord de véhicules routiers dans certaines conditions. 6.2, adoption du règlement V536, correction V535-07, modifiant le plan d'urbanisme numéro V535 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation résidentielle de faible densité en bordure de la rue de l'Église. 6.3, adoption du règlement V539-12, modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin d'agrandir la zone mixte M1 à même une partie de la zone résidentielle de faible densité R38. 6.4, adoption du projet de règlement numéro V539-13 visant à actualiser et revisiter certaines dispositions du règlement de zonage numéro V539. 6.5, adoption du deuxième projet de règlement numéro V576-01, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro V576 afin d'y assujettir l'usage associé à la vente de cannabis et de ses produits dérivés dans la zone commerciale C6. Point numéro 7, gestion contractuelle 7.1, octroi du contrat de service professionnel d'ingénierie préliminaire pour la construction de bassins de rétention victorins, ainsi que la réfection complète des infrastructures du boulevard Victorin, de l'avenue Mat et des rues Boivin et Pagé. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, refus de la demande d'amendement à la réglementation numéro 2023-032 au 584, 588 et 606-608 boulevard Bonneau. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche un opérateur au service des travaux publics. Point numéro 10, autre sujet aucun. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Nous avons fait parler. Non, on n'est pas la fois de mon côté national. Non, on n'a pas de mon côté non. Alors, on va aller au point numéro 13, qui est le dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Et point numéro 14, levée de la séance.
Donc, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, proposeur. Je propose. Alors, point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V535-07, modifiant le plan d'urbanisme numéro V535 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation résidentielle de faible densité en bordure de la rue de l'Église. Bonsoir, je vais partager la présentation. Donc voilà, bienvenue, comme je le disais, à l'Assemblée publique des consultations de ce 27 novembre pour divers projets de règlement. Débutons d'abord par la présentation du projet de règlement V535-07 qui modifiera le plan d'urbanisme V535 et le projet de règlement numéro V539-12 qui modifie quant à lui le règlement de zonage V539 en concordance avec le plan d'urbanisme qui serait modifié par l'amendement précédent. Donc, débutons par la modification au plan d'urbanisme, donc l'amendement V535-07, dont le projet a été adopté le 10 octobre 2023. Les quelques buts du règlement, donc essentiellement, c'est réviser les objectifs d'aménagement associés à l'affectation mixte, donc les zones essentiellement résidentielles et commerciales, et non pas à une seule fin, mais vraiment à deux fins, donc résidentielles et commerciales. On prolonge l'affectation qui est déterminée en bordure de la rue de l'Église de manière à la relier à l'affectation des commerces structurants. Vous verrez un petit peu plus loin laquelle. Et ce, en attribuant une affectation mixte aux lots qui sont situés du côté sud de la rue de l'Église, étant compris entre les avenues Sainte-Marie et de Lille. Donc, on prolonge l'affectation existante et on y permet finalement des commerces légers et services destinés à la population locale, en plus des activités résidentielles qui sont déjà omniprésentes dans ce secteur. Donc, présentement, c'est une zone essentiellement résidentielle. Pour ce faire, on doit modifier les feuillets 1 et 2 de la carte intitulée Les grandes affectations du territoire. Les grandes affectations sont les affectations déterminées dans le plan, si on veut, du plan d'urbanisme, le grand plan, qui est présenté au chapitre 5. Donc, on prolonge, comme je l'ai dit précédemment, l'affectation mixte en bordure de la rue de l'Église. Donc, on voit ici sur le plan l'affectation assurée, donc celle qui est prolongée. À partir, si on veut, là, à l'ouest de la carte, on est dans le secteur de la rue Notre-Dame. Et vers l'est de la carte, donc à droite, on se prolonge vers la zone commerciale en montant la rue de l'Église vers la rue 138 et on agrandit la zone commerciale mixte, ou pas la zone, mais plutôt l'affectation mixte résidentielle et commerciale, à même la zone où l'affectation de faible densité telle que c'est inscrit en jaune pâle. C'est essentiellement ça, la modification. Et pour finalement y arriver, afin de rendre concordant cet effort avec les objectifs du plan d'urbanisme, on modifie quelques paragraphes de la sous-section 5.4.3. Donc, le deuxième objectif d'aménagement est révisé, donc de prioriser les fonctions résidentielles ainsi que les commerces et services locaux à l'intérieur des espaces assujettis à cette affectation mixte. Présentement, dans l'affectation, la définition principale est de favoriser plutôt la fonction résidentielle au détriment de l'affectation commerciale, mais la vision qui a été identifiée, c'est vraiment de favoriser, autant comme sur la rue Notre-Dame que sur la rue de l'Église, une vision à long terme de mixte pour favoriser l'intégration de locaux et de résidences, dépendant des projets et du développement de ces deux artères principales. Le quatrième objectif est entièrement abrogé, donc qui justement disait qu'on privilégie essentiellement le développement de fonctions résidentielles. Et la deuxième phrase du texte relative aux activités préconisées dans l'affectation mixte est modifiée comme suit. Donc, on ajoute tout simplement certains commerces des services de voisinage vont également y être autorisés. Précédemment, ça n'indiquait simplement que services ou services de voisinage.
Donc, en lien avec cette modification proposée du plan d'urbanisme, afin d'être concordant à celui-ci, on doit aussi modifier le règlement de zonage, donc qui était l'objectif de départ, hein, dont par l'amendement B539-12, dont le projet a été adopté le 10 octobre 2023. Donc, essentiellement, c'est un peu les mêmes modifications, mais au lieu de parler d'affectation, on parle de zone ici. Donc, modifier le plan de zonage pour assurer sa concordance avec la carte des grandes affectations, comme je le mentionnais, du plan d'urbanisme. On modifie le plan de zonage en agrandissant la zone mixte M1, en même une partie de la zone résidentielle de faible densité RA8, pour inclure les lots du côté sud de la rue de l'Église, entre les avenues Sainte-Marie et de l'Île. Donc, vous avez la carte actuelle du règlement de zonage ici. Donc, le plan de zonage, vous avez la zone M1 qui, présentement, jusqu'à la zone C2 au nord-est de la carte, dans le coin en haut à droite, est essentiellement la zone RA8, donc en jaune pour du résidentiel. Et cette modification-là affecte les lots du côté sud de la rue de l'Église, donc sud-est, si on veut, pour finalement, un peu comme au plan d'urbanisme, venir agrandir la zone, dans ce cas-ci M1, jusqu'à la zone C2. Donc, on aurait une rue de l'Église du côté sud entièrement mixte, de l'artère commerciale de la rue de l'Église jusqu'à la rue de Notre-Dame. Donc, voilà, c'est essentiellement l'objet du règlement et de la modification. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Merci. L'adoption de ces règlements. Donc, c'est des règlements. En fait, le règlement de 539-12 n'est pas un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, c'est un règlement de concordance. Donc, il est assujetti à une procédure particulière. Donc, un avis public là, qui paraîtra là, dans les prochains jours et qui indiquera là, les modalités, mais qui permet à quelqu'un qui souhaite s'adresser à la Commission municipale du Québec qui a une analyse de conformité entre le plan d'urbanisme et la notification au règlement de zonage. Le plan d'urbanisme qui est évidemment modifié. Donc, une personne qui souhaite adresser une demande à la commission municipale pour avoir une analyse externe sur de la conformité doit le faire dans les 30 jours de l'avis public. Donc, cet avis public-là apparaîtra dans les prochains jours. Donc, au niveau de l'adoption, en fait, selon les commentaires reçus, donc le règlement peut être adopté ce soir. Qui soit soumis à la procédure également d'approbation de la MRC, donc qui soit transmis à la MRC. Et concurremment à ça, donc, il y aura la possibilité à quelqu'un de s'adresser à la commission municipale du Québec. Ça prend au moins 5 demandes pour que la commission décide d'analyser une telle demande. Alors, maintenant, ça va passer au point 3.3, qui est l'Assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V539-13, visant à actualiser et reviser certaines dispositions du règlement de zonage V539, et le 3.4, qui est l'Assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V576-01, modifiant le règlement relatif au passage fonctionnel numéro V576, afin d'assujettir l'usage associé à la vente de cannabis et de ses produits dérivés dans la zone commerciale C6. Oui, merci. En effet, donc 2 autres projets de règlement qui font l'objet d'une assemblée ici ce soir. Donc, le projet de règlement, comme on mentionnait, B539-13, modifiant un règlement de zonage, donc un règlement un petit peu plus costaud avec différentes dispositions administratives. On va voir un petit peu plus loin les buts du règlement. Et simplement pour être cohérent avec le règlement de zonage, donc l'usage de vente de cannabis et des produits dérivés est soumis finalement au règlement sur les usages conditionnels. Donc, il doit faire la démonstration que c'est fait au bon endroit, de la bonne façon, avec différents éléments que le règlement sur les usages conditionnels mentionne. Donc, pour le permettre, en modifiant le règlement de zonage, on doit aussi modifier le règlement sur les usages conditionnels pour l'intégrer et le rendre assujetti. La zone en particulier, la zone qu'on verra un petit peu plus loin. Donc, débutons par le V539-13. Donc, le projet est adopté le 23 octobre 2023. Donc, quelques buts au niveau du règlement. Actualiser la terminologie, la classification des usages, ainsi que certaines modalités relatives aux établissements d'hébergement touristique pour les arrimer avec la législation provinciale en vigueur. Donc, une nouvelle loi qui est adoptée en 2022. Donc, on intègre certaines définitions et quelques normes, si on veut, dans le règlement pour entrer en concordance avec celles-ci. On a suivi les normes de localisation applicables à certains équipements tels que les filtreurs, les piscines, les thermopompes, etc.
On autorise aussi l'implantation ou l'installation d'un spa dans la cour avant secondaire, donc la cour là, latérale qui donne sur une rue, sur un terrain de coin, si on veut, la deuxième cour avant, d'un terrain d'angle ou transversal. On revoit la hauteur minimale d'un arbre qui est aussi planté en cour avant, un nouveau bâtiment principal ou suite à un abattage autorisé aussi en cour avant. On retire l'obligation d'imposer un nombre minimal de gaz de stationnement pour certains types d'usages commerciaux au centre-ville pour faciliter l'implantation des commerces. Considérant l'espace très limité, parfois inexistant là, sur les terrains de ces bâtiments-là. On va aussi permettre l'aménagement d'aires communes de stationnement pour les usages résidentiels de moyenne et haute densité. On assouplit les modalités applicables aux enseignes directionnelles, donc les enseignes, là, pas nécessairement d'affichage commercial, mais qui nous dirigent sur un terrain commercial pour savoir où on va, où on est rendu, ou par exemple, quel service est offert dans telle partie d'un bâtiment. On autorise aussi la classe d'usage vente de cannabis et ses produits dérivés dans la zone C5, donc le secteur de la rue Pépin, la zone C6, le boulevard Les Écureuils, et en partie une partie du deuxième rang. Et on réduit la zone tampon de vente aménagée dans la zone C10, qui débute sur la rue Armand-Bombardier jusqu'au début du parc industriel dans le secteur de Métal-Perrault. Donc, comme je le disais, on ajoute quelques définitions à la sous-section, pas à la sous-section, mais à la section 2.5 de notre règlement, des définitions qui n'existaient pas et qui s'arrivent finalement avec la nouvelle loi sur l'hébergement touristique qui s'appelait avant la loi sur l'établissement touristique, Donc, on vient simplement définir c'est quoi une résidence principale. Donc, je ne lirai pas tout ça, mais essentiellement, la résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, la personne physique, demeure de façon habituelle en centralisant ses activités familiale et sociale, notamment lorsqu'elle n'est pas utilisée à titre d'établissement d'hébergement touristique. Donc, on va voir un petit peu plus loin la raison pour laquelle il faut définir, en fait, c'est quoi une résidence principale. Touriste, c'est une personne qui effectue finalement une définition qui est ajoutée, là, un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit à l'extérieur de sa résidence principale à des fins d'agrément d'affaires ou pour effectuer un travail rémunéré. Gîte touristique, donc la définition était déjà existante, mais on la modifie pour, encore une fois, s'arrimer avec la loi. Donc, on vient ici définir qu'un gîte touristique, qui est un usage qui est permis essentiellement dans toutes les zones, mais considérant que maintenant sont contrôlés ou régis par la loi, ou du moins il l'était avant, mais c'est de façon, il y a des nouvelles dispositions. On précise maintenant qu'ils ne peuvent accueillir un maximum de 15 touristes. Et les repas qu'ils préparent doivent être servis sur place. Sûrement que c'était des cas d'exception, mais il devait arriver des moments où finalement ça cause un problème que les repas ne soient pas servis sur place. Donc la loi est venue un peu entourer ça. On ajoute aussi un quatrième paragraphe à la section 4.3 sur les usages autorisés dans toutes les zones, donc du territoire. Donc, en effet, la section 4.3 énumère par exemple, certains types d'activités qui peuvent être faites partout sur l'ensemble du territoire. Et dans ce cas-ci, on ajoute le quatrième paragraphe parlant des établissements de résidence principale et exploités conformément à la loi sur l'hébergement touristique. Donc, en fond, les gens vont pouvoir maintenant, c'est dans tout le débat des Airbnb, mais on ne veut pas nécessairement dire que les Airbnb seront permis partout, ce qui n'est pas le cas du tout, parce que sur notre territoire, c'est considéré comme de l'hébergement commercial. Mais les propriétaires de résidence principale vont pouvoir, à certains moments, quand ils quittent leur résidence, louer leur maison. Puis ça, la loi venait empêcher les municipalités, sauf sous certaines conditions, de l'empêcher. Donc, j'habite ma résidence principale, je quitte un mois par année, par exemple, pour un voyage personnel ou d'affaires. J'ai le droit pendant ce temps-là, moins de 31 jours, de louer ma résidence à des fins d'hébergement temporaire. Donc, on remplace aussi le texte de l'article 4.4.2.2 relatif à la catégorie d'usage d'établissement d'hébergement. Donc, on vient modifier un peu le tout pour définir certaines catégories d'établissements d'hébergement. Ce n'est plus seulement tout le temps, par exemple, un hôtel ou encore un motel, différents types. Là, il y a quelques catégories qui s'ajoutent. Donc, on le dit ici, établissement hôtelier, hôtel, motel, auberge. Donc, on vient définir cette catégorie. On vient aussi définir la catégorie auberge de jeunesse, qui n'existait pas avant, donc par la loi, considérant qu'il y a maintenant des critères, des définitions plus précises pour s'assurer d'implanter ces types d'établissements-là aux bons endroits, ben, on vient vraiment ajouter une définition. Donc, l'établissement d'au moins 30% des unités d'hébergement consiste en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs. Donc, je n'allais pas au complet nécessairement, mais on comprend un peu l'idée, c'est de vraiment créer des catégories d'établissements d'hébergement.
Résidence de tourisme, établissement autre qu'un établissement de résidence principale. Donc, ce n'est pas dans le même concept que d'accueillir, par exemple, du Airbnb. C'est vraiment quelqu'un qui est offert de l'hébergement en appartement, maison ou chalet meublé incluant un service d'autocuisine. Donc, ce n'est pas une résidence principale, c'est vraiment un chalet, si on veut, là, essentiellement, où quelqu'un doit recevoir, par exemple, une accréditation aussi, afin de pouvoir s'afficher pour se nommer comme une résidence de tourisme. Pour les fins de règlement, les établissements de résidence principale et les gîtes touristiques ne font pas partie de cette catégorie. Donc, comme je l'ai mentionné, ils sont permis par tout le territoire et les gîtes touristiques aussi, mais comme un usage complémentaire finalement à l'habitation. Donc, on doit avoir une habitation pour faire un gîte touristique et le propriétaire doit y résider. Donc, on vient d'indiquer à la section 4.3 sur le règlement de quelle façon ces deux types d'activités-là doivent fonctionner. À l'article 7.2.8.4, lié aux équipements installés en complément d'une piscine, on vient assouplir la norme qui était de 2 mètres auparavant pour installer sur le côté d'une résidence vers notre voisin, par exemple, vers la ligne latérale, un équipement. On l'assouplit à 1,5 mètres au lieu de 2 mètres, considérant que les terrains maintenant sont de plus en plus étroits. Les résidences ne rapetissent pas nécessairement. Les gens utilisent le maximum de leur terrain avec les marges de recul latérales qu'on impose. Donc, pour pouvoir permettre ces équipements-là qui ne deviennent pas dérogatoires, on voulait laisser de plus de latitude sur le côté des résidences pour installer ce type d'équipement-là et les rapprocher des lignes latérales, sans nécessairement augmenter les nuisances potentielles, mais tout en rendant un grand nombre de situations conformes à la réglementation, puis en étant en logique finalement avec les autres normes de notre règlement. Le paragraphe 1 de la sous-section 7.2.9 relatif à un spa ou un bain tourbillon extérieur est modifié pour finalement lui permettre, et on dit ici, là, il peut également être installé dans la cour avant secondaire d'un terrain d'angle ou transversale, sous les conditions prescrites au paragraphe 7 de la sous-section 7.2.2 du règlement. En réalité, c'est que dans un amendement précédent, on avait modifié pour permettre les piscines aussi en cours avant secondaire, qui est un nouveau terme dans le règlement qui explique les cours justement sur les côtés des résidences quand on est sur un terrain de coin, par exemple. Donc, les marges latérales ne s'appliquent pas exactement de la même façon, mais ce n'était pas précisément évident dans le règlement que les spas, en plus des piscines, étaient autorisés dans cette partie de terrain-là, qui est généralement considérée comme une cour avant, comme ça le dit, le cours avant secondaire. Donc, on vient explicitement ici l'autoriser pour que les gens puissent finalement exploiter un plus grand espace de leur terrain. On revient un peu sur les gîtes touristiques. Donc, dans l'article 7.3.2.5, relativement aux gîtes touristiques, on modifie le paragraphe 5. Donc, comme la loi le précise, l'établissement ne peut pas offrir plus de 5 chambres en location, ne peut recevoir plus de 15 clients à la fois. Le reste de la définition était déjà existante. Le paragraphe 9 est actualisé comme suit. Donc, une seule enseigne d'identification est autorisée pour les gîtes touristiques et en plus de l'avis écrit qui doit être affiché à l'entrée principale de l'établissement en vertu du règlement sur l'hébergement touristique. Donc, le règlement qui permet l'application de la loi. L'enseigne d'identification, qui est comme un nouveau terme un peu mentionné, là, finalement, doit être fixée au bâtiment ou au sol et ne pas excéder une superficie de 0,5 m². Donc, c'est tellement pour préciser qu'ils peuvent s'afficher et doivent s'afficher en lien avec l'application du règlement sur l'hébergement touristique pour préciser qu'ils ont eu l'autorisation pour ouvrir ce gîte. La section 9.3 liée à la plantation d'arbres est modifiée telle que suit. La sous-section 9.3.2, donc, qui mentionne la plantation d'arbres obligatoire suite à la construction d'un nouveau bâtiment principal. Avant, on ne précisait pas que la plantation de l'arbre excluait les arbustes, même si c'était évident, mais en même temps, c'était clair. Mais bon, pour éviter toute ambiguïté, en fond, on vient de préciser quand même, parce qu'on a vu beaucoup d'arbres, des arbustes déguisés en arbres se faire planter. Puis l'objectif de cette norme-là, c'est vraiment que le couvert végétal, après une nouvelle construction, qui souvent on abat presque tous les arbres, tranquillement, avec les années, le couvert végétal, la canopée de la ville, dans le fond, reprenne sa place, puis on retrouve une ville verte et arborescente avec des arbres à peu près partout dans tous les secteurs. Puis évidemment, l'objectif est d'imposer cette plantation-là, au moins un arbre par terrain pour y arriver. Mais on demande aussi ce que cet arbre, pour qu'il puisse survivre et rapidement devenir un arbre mature, qui ait une hauteur minimale de 2 mètres. L'ancienne règle n'était pas nécessairement évidente pour tous à comprendre. Donc, on a voulu la simplifier en parlant uniquement d'une hauteur simple qui est facile à la fois pour la ville, pour l'appliquer, puis pour le propriétaire et l'entrepreneur, si c'est lui qui le plante, pour le comprendre et l'appliquer aussi. Dans le cas d'un arbre qui doit être remplacé suite à un abattage autorisé,
Donc, normalement, lorsqu'on a moins de 2 arbres en cours avant, après l'abattage d'un arbre, on doit en replanter un pour atteindre soit 2 ou 1 arbre s'il n'y en avait pas avant. Là. Mais quand on parle d'abattage, évidemment, il y en avait au moins un. Donc, on doit aussi atteindre un nombre, une hauteur minimale de 2 mètres suite à la plantation. Donc, à la plantation, pour s'assurer d'avoir à la fois un arbre mature rapidement. Donc, encore une fois, c'était pour contrer là, la mauvaise interprétation de la règle précédente qui était peut-être un peu trop complexe pour rien. Puis finalement, là, ce qu'on a voulu atteindre, c'était un peu ça, c'est des arbres matures là, de, on dit 2 mètres, mais c'est environ 8 à 9 pieds là, à la plantation. Le paragraphe 11 de la sous-section 10.1.2 énumérant les usages autorisés en cours latéral est modifié comme suit. Donc, les thermopompes, les climatiseurs, les réservoirs de gaz de propane et autres installations semblables, pourvu qu'ils soient localisés à moins de 1,5 m du bâtiment principal et des limites du terrain, ainsi qu'à une distance minimale de 6 mètres de l'emprise de rue. Donc, l'objectif, c'était d'éviter qu'on ait des thermopompes, des climatiseurs, des réservoirs à gaz en cours avant, ce qui n'était pas souhaitable normalement, mais normalement, les installateurs ne les mettent pas à ces endroits-là, question de les protéger ou autant question de sécurité, d'intempéries aussi pour la vue, mais pour éviter des situations, on voulait le préciser dans le règlement. Et finalement, le plan d'urnage est modifié pour y retirer une partie de la zone tampon illustrée dans la zone C10. Vous allez voir dans le plan qui suit là, en quoi consiste la zone C10. Sur la portion comprise entre l'avenue Armand-Bombardier et le Grand Ruisseau, cette zone tampon-là, qui fait le tour en fait, de la zone industrielle ou du parc industriel de la ville, avait été aménagée justement pour diminuer les nuisances à la fois visuelles et sonores du parc industriel vers les zones commerciales et résidentielles. Et la zone C10 est une zone qui a été transformée d'industriel à commercial il y a plusieurs années, mais la zone tampon, elle n'avait jamais été en partie retirée, ce qui fait qu'on peut, pour les terrains dans ce secteur-là, regagner de l'espace utile et elle n'était pas jugée nécessaire d'être conservée. Par contre, on la conserve sur toute sa longueur en lien avec la présence du Grand Ruisseau pour protéger à la fois le Grand Ruisseau et ses bandes riveraines. Donc, voilà. Le chapitre 11 relatif au stationnement, donc deux petites clauses en lien avec le stationnement qu'on vient adapter suite à des commentaires, des difficultés d'application ou encore pour donner des possibilités aux commerçants, entre autres, d'ouvrir plus facilement des commerces dans le centre-ville. Donc, les normes en lien avec l'obligation, par exemple, de fournir, je ne sais pas moi, une case de stationnement par 4 places dans un restaurant ne serait pas nécessairement toujours nécessaire dans certaines zones du centre-ville si le usage qui veut s'ouvrir, le nouveau commerce, nécessite moins de 10 cases. Donc, dans certains cas, les locaux sont intéressants, les commerçants veulent ouvrir ou démarrer une nouvelle entreprise, mais juste par le fait qu'ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas d'espace pour fournir le nombre de stationnements minimal, ça devenait un frein là, au développement commercial et à l'ouverture de nouveaux commerces. Donc, pour ces commerces-là, de plus petite taille, nécessitant 10 cases et moins dans le centre-ville, on vient retirer l'obligation de fournir un certain nombre de stationnements. Et donc, le stationnement sur rue, le stationnement de commerces voisins ou encore des ententes avec d'autres commerçants peuvent être faites pour fournir les cases nécessaires. Ensuite, le stationnement commun, qui est une norme là, qui était déjà présente dans le règlement pour les usages commerciaux, entre autres, on vient de l'étendre pour les résidences de moyenne et haute densité. Donc, je vais lire le texte, ça l'explique quand même bien. Dans les zones résidentielles de moyenne densité et résidentielles de haute densité, l'aménagement d'une aire commune de stationnement, donc les stationnements qui veulent partager entre différents terrains de propriétaires, soit semblables ou différents, pour desservir des résidences jumelées ou contiguës, peut également être autorisé sur présentation d'une preuve de servitude notariée et publiée liant les requérants concernés. Donc, moi, je n'ai pas assez d'espace sur mon terrain pour fournir suffisamment de stationnement pour mon nouvel usage ou ma nouvelle résidence. Je peux m'entendre avec mon voisin qui lui a plus de terrain que moi par servitude, là, donc par acte notarié, pour que lui puisse, à travers le temps, me fournir un certain nombre de cases pour mes locataires, par exemple, ou encore les propriétaires qui sont dans mon bâtiment ou dans le bâtiment où j'habite. L'aménagement du terrain de stationnement doit respecter les conditions stipulées à l'article 11.1.4.2 qui explique comment les stationnements doivent être aménagés et en quel nombre, et posséder le nombre minimal de cases de stationnement requises indiquées dans le tableau 11.1. Ils doivent aussi respecter les conditions usuelles du règlement. On vient aussi définir les enseignes directionnelles. Donc, les enseignes directionnelles, comme je le disais au départ, qui sont les enseignes qui nous dirigent dans le stationnement, par exemple, pour savoir où aller pour prendre le service à l'auto ou encore au-dessus d'une porte pour savoir ce n'est pas publicitaire, par exemple, ce n'est pas le nom de l'entreprise, mais ça me dit, par exemple, vous rentrez par cette porte-ci à l'extérieur,
vous allez arriver dans telle partie du bâtiment, dans tel service du bâtiment. Ces enseignes-là, normalement, doivent faire moins de 0,5 mètres carrés pour ne pas être inclus dans le calcul des superficies d'affichage. Dans ce cas-ci, on porte le tout en 1 mètre carré, considérant l'expérience qu'on a acquis avec le temps, puis on se rend compte que ça sauverait beaucoup de problèmes et de dérogations mineures, etc. Mais ça viendrait quand même bien contrôler la prolifération de ce genre d'affiches-là, qui à 1 mètre carré nous semble encore tout à fait raisonnable. Donc, une enseigne directionnelle possédant une superficie supérieure à ce mètre carré peut toutefois être autorisée aux conditions suivantes. Donc, on voulait quand même, on voit les grands commerces maintenant arriver, ils ont beaucoup justement d'enseignes directionnelles. On ne peut pas nécessairement empêcher l'affichage directionnel, même si on veut quand même le contrôler pour éviter que les bâtiments et les terrains deviennent des pizzas, et que plus il y a de l'enseigne, finalement, plus on perd le message et moins c'est facile de se retrouver quand il y en a trop. Hein. On voulait quand même les permettre, mais de façon contrôlée. Donc, on peut permettre plus d'enseignes directionnelles, plus grandes aussi. Mais à ce moment-là, ils vont devoir obtenir un permis, ce qui n'est pas le cas avant, pour au moins qu'on puisse les inclure dans le calcul total de superficie d'affichage du commerce, du bâtiment ou de l'entreprise, et devront respecter les règles usuelles d'affichage. Et finalement, on vient modifier les feuillets A3 et B3 de la section 2 de la grille des spécifications pour inclure dans les zones C5 et C6 la possibilité de faire l'activité vente de cannabis et de ses produits dérivés. Et dans le feuillet B3, on vient ajouter un point dans la case qui assujettit ces deux zones-là, finalement, au règlement sur les usages conditionnels pour que les activités de ce type soient contrôlées aussi par le règlement sur les usages conditionnels qui vient poser des conditions supplémentaires pour l'ouverture d'un tel commerce. Donc, on voit ici les deux grilles qui sont modifiées. Donc, dans la grille de gauche, l'usage ajouté dans la zone C5, C6 et dans la grille de droite, les deux points pour assujettir ces activités-là aux usages conditionnels. Donc voilà, rapidement, le règlement sur les usages conditionnels est modifié par l'amendement V576-01. Il y a une seule petite modification, vous allez voir, c'est très rapide. Donc, le projet est adopté le 23 octobre 2023. Donc, on vient autoriser, finalement, le but du règlement est d'autoriser, comme on le mentionnait il y a juste quelques secondes, la vente de cannabis et de ses produits dérivés dans la zone commerciale C6, délimitée en bordure du boulevard Les Écrivains et le deuxième rang. La sous-section 4.2.1 est modifiée pour ajouter la zone C6 dans la numération des zones à l'intérieur desquelles cet usage peut être assujetti. Donc, il y avait déjà plusieurs zones dans lesquelles c'était possible de faire ce type d'activité. Donc, C5, C7, C9, C10, C11, C12, C14 et C15. Essentiellement, les zones qui entourent l'entrée de la ville, la route 138 et le début de la rue de l'église. Et on ajoute à celle-ci la zone C6. Donc, voilà, la zone C6 qui est la grande zone là, qui borde l'autoroute et le boulevard des Écureuils. Il y a une partie du deuxième rang. On retrouve déjà quelques commerces, dont d'autres à venir. Voilà. Ça termine cette troisième et quatrième assemblée publique. Il y a des questions? Peut-être juste afin de confirmer le tout, mais en lien avec la dernière modification, peut-être pour les gens qui vont écouter la séance, pour ce qui est de la vente de cannabis, on s'était quand même assuré dans un premier temps que l'endroit qui est ciblé est à l'extérieur de la zone réglementaire interdisant dans un rayon de 250 mètres d'un établissement scolaire. Donc, on est à l'extérieur de ça. Là. Absolument, oui. Parfait. Oui. Merci. Lorsqu'on parle dans le règlement comme le B539-12, c'est la 12e, 13e modification, c'est ça? Exactement. Dans le fond, le premier projet de règlement V539 a été adopté en février 2014 et depuis, on a amendé 13 fois le règlement. Si ces deux projets de règlement-là, ce soir, vont de l'avant. Ouais. Environ 1 à 2 fois par année, je vous dirais, qu'on adopte et qu'on adapte aussi, qu'on modifie le règlement pour le faire évoluer dans le temps. Okay. Combien d'amendements? La refonte, oui, la dernière refonte en 2014 datait de 1998, je pense, donc presque. Oui. Des fois, c'est aussi en lien avec l'adoption au niveau de la MRC d'une modification importante du schéma d'aménagement. Il y a tellement de modifications en fait, dans les règlements d'urbanisme que là, il y a une refonte qui est préférable que tant qu'à modifier article par article. Donc là, on refond entièrement le règlement.
c'est des fois aussi dans l'air du temps de moderniser sa réglementation, des bonnes pratiques qui se développent. Mais il n'y a pas nécessairement d'obligation dans le temps, mais à un moment donné, vient le temps que oui, le règlement est peut-être désuet ou encore, tant qu'elle modifie constamment, peut-être aussi bien s'inspirer d'autres règlements qui ont été développés ailleurs, ici au Québec, au Canada, dans le monde, pour aller un petit peu plus loin encore. La présentation de M. Pignon, on va présenter le règlement des 539-13 et des 576-01. Ces deux règlements-là contiennent les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, je vais également un peu réviser ces dispositions-là et aborder un peu le processus d'adoption pour la suite de ces deux règlements. Donc, dans un premier temps, on a le projet de règlement des 539-13 qui vise à actualiser et réviser certaines dispositions du règlement zonal numéro 539. Dans ce règlement, il y a certaines dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, on va les voir. Donc, l'autorisation des établissements de résidence principale exploités conformément à la loi sur l'intervention touristique et au règlement indiqué en vertu de cette loi dans les usages permis dans toutes les zones. Donc, c'est l'article 5 du règlement. Évidemment, là, M. Pignon les a tous présentés, donc je ne reviendrai pas sur les notifications. Je vais juste les identifier, ceux qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Il s'agit des produits destinés aux animaux domestiques, la sous-catégorie vente de produits de consommation courante, l'article 6.1. Modification de la description de la catégorie établissement d'événements, l'article 6.2. Modification aux normes relatives aux piscines extérieures, l'article 7. La modification aux normes relatives à un sport, à bateau extérieur, l'article 8. La modification aux normes relatives aux jeux touristiques, l'article 9.1. La modification aux normes relatives aux constructions autorisées pour le terrain, l'article 11. Donc, c'est toutes des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, finalement, autoriser la clause d'usage vente de cannabis et de ce produit dérivé dans les zones commerciales 6.5 et 6.6. En lien avec ça, l'application pour les zones 6.5 et 6 des usages conditionnels, c'est 15.1 et 15.2. Et finalement, le retrait d'une partie de la zone tampon à l'intérieur de la zone commerciale 6.10, l'article 16. Donc, le processus, donc ce soir, on est à l'Assemblée publique de consultation. Donc, il y a déjà un premier projet de règlement qui est adopté. Donc, en fonction des questions, des commentaires ce soir, donc, le Conseil pourrait aller de l'avant et adopter un deuxième projet de règlement pour ces deux règlements-là. Donc, c'est la même procédure, tant pour le V539-13 que pour le V567-001. Donc, ce soir, si ces deuxième projets de règlement-là sont adoptés, il y a un avis public qui va paraître dans les prochains jours et qui va détailler un peu la procédure d'approbation référendaire. Donc, évidemment, ce sera dans les prochains jours. Donc, la public, annonçant la procédure d'approbation référendaire, on va publier conformément à notre règlement sur la publication de public, donc sur le site internet de la ville et à l'hôtel de ville, qui va évidemment prévoir les procédures pour les personnes désirant qu'une ou des dispositions du règlement soit soumise à un référendum. Donc, pour être valide, une demande doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande, ainsi que la zone d'où elle provient. Donc, la demande ne peut pas être générale, elle doit spécifier la disposition qui est ici. Parmi ceux qui sont susceptibles d'approbation référendaire, elle doit également provenir de la demande de l'objet de son. Elle doit être reçue au plus tard le 8e jour qui suit celui où il est publié l'avis public, donc le 7 décembre. Donc, l'avis public apparaîtrait dans le scénario où le deuxième projet de règlement est adopté ce soir. Donc, l'avis public paraîtrait vraisemblablement mercredi cette semaine. Donc, le 7 décembre serait la date limite pour déposer une demande. Cette demande doit être signée par au moins 12 personnes de la zone qui fait la demande, où la majorité des personnes, c'est à moins de 21 personnes dans la zone. Donc, si une demande valide était reçue, donc le Conseil pourrait décider d'abandonner la disposition qui fait l'objet de la demande. Ce serait à la prochaine séance du Conseil, la séance du 11, ou poursuivre la procédure par la tenue d'un registre, puis tenir un référendum si nécessaire pour les personnes des zones concernées et des zones voisines pour lesquelles une demande valide a été reçue.
peut faire une demande, donc ça coûte beaucoup la définition d'un électeur. Donc, une personne physique qui est le 27 novembre. Le 27 novembre, la date de référence étant celle de l'adoption du deuxième projet, donc aujourd'hui, si le Conseil va de l'avant avec l'adoption du deuxième projet. Donc, une personne domiciliée dans les zones concernées continue depuis au moins 6 mois au Québec, majeure citoyen canadien, ne doit pas être en curatelle et ne doit pas être frappé d'une capacité de voter. Ça s'applique également aux propriétaires des immeubles occupant un établissement d'entreprise depuis au moins 12 mois. Donc, avoir désigné un moyen de procuration par la majorité des propriétaires. Même chose pour les personnes morales, donc quelqu'un qui était désigné. Donc, au niveau des zones concernées, contiguës, donc il y a beaucoup de choses dans le règlement. Ce qu'on fait, là, ce que je vais faire, c'est un survol, mais évidemment, si quelqu'un aurait des interrogations plus spécifiques, tant au service d'urbanisme, au service de bref, on est disponible pour répondre aux interrogations sur si vous pouvez poser une demande, comment faire la forme, etc. Parce qu'évidemment, c'est quand même un règlement qui contient plusieurs dispositions. Donc, autoriser les établissements de résidence principale, tout ce qui est hébergement touristique, c'est un usage qui est permis dans toutes les zones selon le règlement. Donc, pour ces modifications, une demande va provenir de n'importe quelle zone du territoire. Au niveau de l'ajout des produits destinés aux animaux domestiques, c'est un ajout à la catégorie de produits de consommation courante. Donc, c'est toutes les zones où il y a des activités commerciales possibles, donc les zones commerciales C, les zones centre-ville, les zones mixtes, et même les zones industrielles. Donc, toutes les zones là, qui sont ici, ainsi que les zones contiguës à ces zones pourraient être susceptibles de déposer une demande, ce qui regroupe quand même une bonne partie du territoire. Au niveau de la modification de la description de catégorie d'établissement d'hébergement, c'est une catégorie d'usage qui s'applique à certaines zones seulement. CD1 à CD6, c'est les zones centre-ville qui sont en bordure de la rue Notre-Dame. La zone C6 qui est en bordure du boulevard des Écureuils, et donc les zones C4, C14, C15 et C6 qui sont tous des zones en bordure de la rue Saint-Antoine. Donc, pour ces modifications-là, nous demandons de provenir de ces zones évidemment ainsi que les zones continues passées. Tout ce qui est normes complémentaires à l'habitation, donc les piscines extérieures, le sport, l'interruption touristique et les constructions autorisées en cours latéral, donc c'est des usages qui sont complémentaires à l'habitation, qui sont susceptibles de s'appliquer à la totalité du territoire. Donc, nous demandons pour ces modifications-là pour obtenir de l'ensemble des zones. Donc, dans le plus spécifique, donc les points 8 et 9, donc la vente de cannabis et produits dérivés dans la zone commerciale C5 et C6. 15.1 du règlement et également ce qui est en lien avec cette autre modification-là. Donc, c'est l'application des usages conditionnels à la grille de spécification des zones commerciales C5 et C6. Donc, on comprend que ces deux dispositions vont ensemble. Donc, c'est des modifications qui concernent spécifiquement les zones C5 et C6. Pour ces modifications-là, nous demandons pour provenir de ces zones, évidemment, ainsi que les zones contiguës à ces zones. On voit au plan, donc, C5 le C6 qui est en bordure du boulevard des Écureuils, donc qui est en bleu, et le C5 qui est juste en dessous. Donc, ça, c'est les zones qui sont concernées spécifiquement. Quand on ajoute les zones contiguës, on voit les zones qui sont contiguës à cette zone-là. Donc, les demandes peuvent venir de cette zone-là. Donc, en plus, le boulevard des Écureuils, un peu l'intersection de avec la route sur 38. Concernant la retrait d'une partie de la zone tampon, donc à l'intérieur de la zone commerciale C10, c'est une modification qui concerne spécifiquement la zone C10. Donc, ce cas-là, la zone C10 qui est essentiellement de prendre. Est-ce que c'est le terrain du garage municipal? Oui, et le bâtiment voisin au nord. Donc, on a C10 qui est sur Armand-Bombardier. Donc, quand on ajoute les zones qui sont continues, donc ça donne ces zones-là qui sont fixées, qui sont continues, qui pourraient déposer une demande pour cette modification spécifique. Ça nous amène à l'autre règlement, le 576-01.
et modifier le règlement relatif aux usages conditionnels numéro P576 afin de sujetir l'usage associé à la vente de cannabis et de produits découlés dans la zone commerciale C6. Donc, c'est évidemment lié avec les modifications qu'on a vues dans le règlement de zonage. Donc, c'est assez simple. Donc, il contient une seule disposition qui est susceptible d'approbation référendaire et qui concerne là spécifiquement C6. On a vu tout à l'heure, donc une demande ne peut pas venir de C6 et des zones qui sont contiguës C6. On voit ici C6 et les zones contiguës là s'appliquent, qui pourraient également déposer. Donc, ça complète pour le volet approbation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ben. Ça complète pour les assemblées publiques de consultation. On va passer au point numéro 4. C'est un chantier refus. Non, demande à le comité de travail. Ah, oui, voilà. Alors, point numéro 4, la première période des questions. Est-ce que nous avons une question en ligne? Jamais. Oui, on a reçu une question en ligne venant de M. Jean-Guy Barbeau qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Donc, sa question est quel est le taux d'intérêt nominal pondéré de la dette nette? Donc, on a pu regarder le tout avec notre trésorière, directrice des services administratifs, Mme Karine. Et bon, on est en mesure d'avoir des données officielles pour notre année financière 2022. Donc, selon le rapport financier qui a été déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui a même été approuvé. Donc, en 2022, notre taux moyen, en fait, ce qu'on a compris de la question, c'est parce qu'évidemment, on a plusieurs règlements d'emprunt avec plusieurs taux d'intérêt différents. Donc, ce qu'on est allé chercher, on est allé faire un taux moyen de l'ensemble des emprunts avec vraiment la dette nette, donc en enlevant les subventions vraiment qu'on soit du gouvernement. Donc, en 2022, notre taux moyen est de 1,96 %. 2023, notre estimation, qui est quand même rendue à la fin novembre, là, donc on est en mesure de faire une bonne estimation. On va terminer l'année autour de 2,61 % et en 2024, nos estimations seraient de l'ordre de 2,80 %. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs règlements d'emprunt qui viennent à échéance au courant des différentes années. Et évidemment, des règlements d'emprunt où on avait des taux de 1 % il y a un certain nombre d'années. Maintenant, quand on refinance, les nouveaux taux sont plus de l'ordre de 4-5 %. Donc, ça explique un peu la raison pour laquelle on passe de 1,96 % en 2022 à notre estimation de 2,80 % pour 2024 avec les règlements qui vont suivre les projets d'immobilisation. Donc, ça répond à la question. Peut-être un dernier fait qu'on peut mentionner. En septembre, justement, dernier, on a fait un refinancement et ça a été de 5,15 %. Donc, quand on vous dit qu'à chaque année, là, dans les périodes qu'on connaît actuellement, inflationnistes avec la hausse des taux d'intérêt, bien évidemment, nous aussi, on le subit à notre niveau. Donc, éventuellement, ben, c'est un indice qu'on remet à jour à chaque année, évidemment. Donc, c'était la seule question qu'on a eue dans le citoyen. On est la personne dans la salle, tu complètes la première période des questions. C'est point numéro 5, administration, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, soit les travaux 2023, réfection des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame. Alors, considérant que la ville doit procéder à la réfection complète des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame entre la rue Parcours et du Manoir, la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'infrastructure principale en eau, soit le Primo 2023, volet 2, renouvellement de conduite. Constant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme de Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle ne s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide,
Alors, la résolution que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout conclu par la municipalité par la réalisation de ces travaux. La Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. La Ville s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. La Ville s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo associés à son projet ou à tout dépassement de coûts. Que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale 12 sur le Primo 2023, volet 2, renouvellement de conduite pour le projet de réfection complète des infrastructures d'une portion de la rue Notre-Dame. Et enfin, que le Conseil municipal mandate M. Martin Paré, ingénieur, directeur des services techniques et du traitement des eaux, pour compléter ici au nom de la Ville tout document relatif à cette demande d'aide financière. Alors, je vais faire un proposeur. Je propose. Ceci complète les points numéro 5, point numéro 6, législation écrite. Les 5 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro B620, autorisant le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord de véhicules routiers dans certaines conditions. Maître Gignac. Donc, la procédure d'adoption de tout règlement va d'abord être faire l'objet d'une information et d'un début de projet. Donc, ce soir, c'est l'animation du règlement numéro 620 qui est autorisant le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d'un véhicule routier dans certaines conditions. Également, le dépôt du projet de règlement, les copies dans le document. Je peux faire quelques informations. Je donne une réclamation. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro V535-07, modifiant le plan d'urbanisme numéro V535 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation résiduelle, correction résidentielle, de faible densité en bordure de la rue de l'Église. Un client. Et que c'est les 4 prochains points, donc, c'est la suite de l'Assemblée publique de consultation ce soir. Donc, je vais en faire ça dans les conférences, qui décrivent le projet, tout ce qu'on a déjà un peu décrit. Donc, il y a le plan d'urbanisme de la ville qui a été adopté, le règlement numéro 535 qui est en train de le 12 février 2014. Donc, le Conseil peut le modifier sur la disposition de la loi sur l'aménagement urbanisme. Donc, il y a l'Assemblée publique de consultation qui s'est tenue ce soir, le 27 novembre. La motion de ce projet du règlement 535-07 est approuvée lors de la séance du 10 octobre. Donc, ce soir, c'est l'adoption par le Conseil du règlement numéro 535-07 qui modifie le plan d'urbanisme numéro 535 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation essentielle de faible densité en bordure de la ville. Merci. Alors, à proposeur. Je propose. 6.3, adoption du règlement numéro B639-12, modifiant le règlement de zonage numéro B539, afin d'agrandir la zone mixte M1 à même une partie de la zone résidentielle de faible densité RAB. Le point précédent, donc le règlement de zonage numéro 539 est entré en vigueur le 12 février 2014. Le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement urbanisme. Donc, pour assurer la concordance du règlement de zonage avec cette modification, il faut un plan d'urbanisme au règlement 535-07. Donc, le plan de zonage va être modifié de façon à prolonger la zone vraiment délimitée en bord de la rue pour intégrer le terrain concerné par ce projet.
Donc, l'Assemblée publique s'est tenue ce soir, le 27 novembre. La motion est déposée au projet le 10 octobre. Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro 539-12, modifiant le règlement zonal numéro 539 afin d'agrandir la zone extrêmement à une partie de la zone présidentielle de cette densité très élevée. Un proposant. Je propose. À 6.4, adoption du deuxième projet de règlement numéro B539-13 visant à actualiser et revisiter certaines dispositions du règlement de zonage numéro B539. Le règlement zonal numéro 739 qui est entré en vigueur le 12 février 2014. Le Conseil peut modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement urbanisme. Donc, considérant la tenue de l'Assemblée publique de consultation ce soir le 27 novembre 2023. Donc, la résolution que le Conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement numéro 539-13 visant à actualiser et réviser certaines dispositions du règlement zonal numéro 539. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Un contre. Alors, 6.5, adoption du deuxième projet de règlement numéro B576-1, modifiant le règlement relatif au usage conditionnel numéro B576 afin de s'assujettir l'usage associé à la vente de cannabis et de ce produit dérivé dans la zone commerciale C6. Considérant que le règlement relatif à l'usage conditionnel numéro B576 est entré en vigueur le 28 janvier 2019, le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement urbanisme. Considérant la tenue de l'Assemblée publique des consultations ce soir, 7 novembre, la résolution que le Conseil municipal adopte le deuxième projet de règlement numéro B576-01, modifiant le règlement relatif au usage conditionnel numéro B576 afin d'assujettir l'usage associé à la vente des cannabis et de ces produits dérivés dans la zone potentielle C6. C'est à l'avoir proposant. Je propose. Il se complète les points numéro 6, maintenant point numéro 5, gestion contractuelle, 7.1, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie préliminaire pour la construction d'un bassin de rétention du terrain, ainsi que la réfection complète des infrastructures du boulevard du terrain, de l'avenue et du bois épagé. Oui, donc, considérant le projet de la Ville de procéder à la construction justement du bassin de rétention Victorin et de la réfection complète des infrastructures du boulevard Victorin, de l'avenue Mat et des rues Boivin et Pagé, considérant les offres de services reçues par deux fournisseurs sur invitation, en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel d'ingénierie préliminaire pour la construction du bassin et la réfection complète des infrastructures du boulevard Victorin, de l'avenue Boivin et Pagé à la firme Tetra-Tech QI Incorporée pour la somme de 58 637,25 incluant les taxes et d'autoriser la dépense en même le poste budgétaire du fonds général. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. 7.8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, refus de la demande d'amendement à la réglementation numéro 2023-032 pour le 584-588 et le 606-608 boulevard Bodreau. Alors, concernant la demande d'amendement de la réglementation numéro 2023-032 a été formulée à l'évêque par les propriétaires. Considérant que l'objet de cette demande vise à modifier les usages permis dans la zone RA14 afin d'autoriser la classe d'usage habitation densité à l'intérieur de la zone résidentielle sur le boulevard Godreau à Donnacona. Afin de régulariser un nombre de 3 logements au lieu de 2 maximum, comme le prévoit la réglementation de cette zone. Considérant que ceci juge que selon les faits et arguments présentés dans cette demande, il n'est pas jugé adéquat de modifier la réglementation pour rendre conforme des situations problématiques créées sans permis ou autorisation quelconque qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Maintenant ou à l'époque où des travaux effectués par les propriétaires et que dans ce secteur n'était pas visé par une certaine volonté de densification au détriment d'autres zones de la ville.
qui stratégiquement sont voués comme le centre-ville. La résolution que le conseil municipal refuse la demande d'amendement à la réglementation numéro 2023-32, telle que déposée, comme le recommande le CCI. Donc, ça le proposant. Je propose le refus. Quelqu'un de gentil. Donc, le point numéro 8, point numéro 9, cette semaine, embauche d'un opérateur au service des travaux publics, jamais. Oui, donc, considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un opérateur au service des travaux publics pour les besoins du service en raison d'un départ, considérant l'affichage interne qui était réalisé conformément à la convention collective, on a reçu la recommandation du directeur du service des travaux publics. Donc, le but de la résolution de ce soir est de procéder à l'embauche de M. Carl Beaumont au poste d'opérateur au service des travaux publics à titre d'employé permanent à temps plein. Les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Et l'entrée en fonction à ce poste est prévue pour le 11 décembre 2023. Et à la part proposante. Propose. Point numéro 9. Alors, nous allons passer au point numéro 11 de cette période de questions. Alors, la personne dans la salle, si complète la période de questions. Point numéro 13, le dépôt des documents. 3.1, correction 13.1, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. Jamais. Oui, donc c'est un dépôt tout simplement, donc comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 du règlement V601 concernant la délégation du directeur du service des loisirs du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Notre greffier, Maître Gignac, dépose la liste des personnes embauchées qui ont été soumises par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le sommaire décisionnel qui a été préparé également par M. Morissette pour l'embauche suivante. Donc, ce mois-ci, c'est pour un poste de surveillant animateur au local 0,5 ans, un poste réservé à des étudiants. Donc, c'est une rémunération de classe 2 à 15,94 $ de l'heure. Et la candidate est Juliette Paré. Donc, c'est un dépôt tout simplement. Alors, point numéro 14, levé de la séance, donc c'est notre proposeur. Je propose. M. Bachir. Ceci conclut la séance du conseil du 27 novembre.